Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un format un petit peu différent dont je vous parle sur les réseaux depuis un moment, puisqu'il s'agit d'un format biographique que je vais publier en deux parties pour que ce soit un petit peu plus digeste. Je vais vous parler de la vie et du travail de la talentueuse Millicent Patrick, qui n'est autre que la femme qui a conçu le costume du monstre dans le film L'étrange créature du lac noir, sorti au cinéma en 1954 et réalisé par Jack Arnold. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette histoire, notamment à travers la vidéo de Romain Oulès sur le sujet, que je vous conseille, ou cet article de Rokirama que je vous conseille aussi. Mais en gros, Millicent a créé ce costume qui a grandement contribué au succès du film, sauf que son patron s'est approprié ses mérites, l'a viré par jalousie, et ce n'est que récemment que la vérité a fait surface et a dépassé le cercle des quelques spécialistes de la question qui s'étaient renseignés sur le sujet. Aujourd'hui, l'histoire de Millicent est devenue accessible en partie grâce à la productrice américaine Mallory O'Meara, qui lui a consacré une biographie intitulée The Lady from the Black Lagoon, publiée en 2019. Ce livre a été ma source principale dans mes recherches sur Millicent, et malgré le nombre de post-it, je ne prétendrai pas vous en faire un résumé complet, parce que si vous le lisez, vous y trouverez 1000 choses que je ne vais pas aborder ici. Mais toujours est-il que j'y ai trouvé l'essentiel de ce que je vais vous dire. Malheureusement, pour le moment, il n'existe qu'en anglais, c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant de vous le faire connaître, mais la langue est assez accessible, alors si vous pouvez à peu près lire l'anglais, vraiment n'hésitez pas, le bouquin est passionnant. L'autrice y décrit aussi toutes les épreuves qu'elle a rencontrées en partant sur les traces de Millicent Patrick, et elle fait plein de parallèles intéressants et pertinents avec un sexisme qui perdure encore aujourd'hui à Hollywood. Bref, je vous le conseille, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais grandement remercier Arnold de la chaîne YouTube La Grande Entrée, parce que si j'ai entendu parler de Millicent et de ce livre, c'est grâce à l'un de ses tweets, et aujourd'hui je ne ferais pas cette vidéo si je n'en avais pas eu l'idée grâce à lui. La chaîne d'Arnold propose des vidéos sur les films et la littérature fantastique, en somme des sujets passionnants, et c'est un grand spécialiste des films d'horreur de l'époque. Aussi, pour le remercier comme il se doit, je vous encourage à vous abonner à sa chaîne, et surtout, je vais le laisser faire la présentation du film L'étrange créature du lac noir. Parce que oui, forcément, on va pas mal en entendre parler lors de ces deux vidéos. Chère Judith, sache que c'est pour moi un véritable plaisir que tu m'aies invité à hanter ta chaîne, surtout pour parler d'un sujet tel que celui-ci. Sorti en 1954, L'étrange créature du lac noir est considéré comme le dernier grand film d'horreur classique des célèbres studios Universal, qui dans les années 30 ont littéralement imposé le genre de l'horreur au 7e art grâce à la galerie des Universal Monsters, une série de films capitaux comportant Dracula, la créature de Frankenstein, le loup-garou ou encore la momie. L'histoire du film suit un groupe d'archéologues et autres savants voguant sur les flots de l'Amazonie à la recherche des restes fossilisés d'une créature hybride remontant aux temps anciens après qu'un bras décharné ait été découvert au cours de fouilles par leur chef d'expédition. Mais quelle n'est pas la surprise de notre fine équipe quand, après avoir été orienté dans une partie reculée de la rivière surnommée le Lagon Noir, ils découvrent non un fossile, mais une créature bien vivante et plutôt belliqueuse vis-à-vis des étrangers, mais loin d'être insensible au charme de Kay, seule et unique femme que compte l'expédition. Contrairement au monstre que je vous ai cité précédemment, le Gilman, ou l'homme aux branchies, le fameux monstre qui doit tant à Millicent Patrick, n'est issu d'aucune source littéraire préexistante et est le fruit de l'imagination fertile de plusieurs personnes. Le producteur William Halland, qui a récupéré l'histoire d'une légende qu'il a entendue de la bouche d'un natif du Mexique au cours d'une soirée, les scénaristes Alex Ross et Henry Essex, qui ont scénarisé leur histoire d'après un traitement initial de Maurice Zim, et surtout une équipe créatrice hors pair qui a conçu les costumes de l'étrange créature, partiellement inspirés de la statuette des Oscars, et conçus d'après les designs de Millicent Patrick, dont le maquilleur Bud Westmore ne sait que trop longtemps accaparer les mérites. D'ailleurs, un petit mot sur le titre français du film, qui, de The Creature from the Black Lagoon, est devenu L'étrange créature du lac noir, que je trouve, à titre personnel, et c'est assez rare, infiniment supérieur au nom original. Certes, on a troqué un lagon contre un lac, ce qui fera probablement tiquer plus d'un spécialiste en limnologie, c'est certain, mais ce mot étrange ne fait, selon moi, que lui ajouter des points de charisme. Que ce monstre absolument unique ait conservé une place à part dans le cœur des fans de cinéma s'explique probablement par le fait qu'il constitue un chaînon manquant à plusieurs niveaux. D'abord, entre un cinéma de monstres gothiques traditionnel déclinant et le genre tendance de la décennie des années 50, la science-fiction, et de même, il représente une étape fantasmée de l'évolution entre une créature marine et un être humain. Ce à quoi on peut également ajouter qu'il est le seul monstre de la galerie des Universal Monsters à ne pas être né d'un incident ou d'une expérience surnaturelle, ce qui lui apporte une authenticité et une humanité particulière au cœur d'une galerie de monstres déjà très tragique. Sans déconner, regardez cette photo prise entre deux scènes pendant le tournage. L'expression de Julie Adams face à la créature dit absolument toute l'humanité et le réalisme qui s'en dégage, ainsi que l'émotion que peuvent provoquer les effets pratiques, sans la distance que créent les effets numériques d'aujourd'hui. C'est plus que du travail d'enfer.
À la caméra, on retrouve à la réalisation Jack Arnold, probablement le plus grand nom du cinéma de science-fiction des années 50, engagé par William Holland suite à leur fructueuse collaboration sur Le Météore de la nuit en 1953, et qui offrira par la suite parmi les plus belles pépites du genre, comme par exemple L'homme qui rétrécit d'après Richard Matheson. La réalisation requérant des séquences sous-marines, il fut décidé, afin de ne pas perdre trop de temps, de confier le rôle du Gilman non pas à un, mais deux comédiens, et ce sur deux fronts différents en même temps. D'un côté, Ben Chapman, 1m95 au garrot, endosse le costume de la créature lorsque celle-ci se déplace sur Terre. Et de l'autre, c'est le nageur Riku Browning qui incarne la créature lors des séquences se déroulant sous l'eau. C'est d'ailleurs Browning qui, en Floride, trouvera les spots où seront tournées ces séquences, dans la pièce d'eau d'un particulier très peu entretenu et dont le côté sauvage permettra de donner au lagon noir l'aspect lugubre voulu par le réalisateur. Un réalisateur à qui les studios Universal confient la très lourde tâche de tourner le film intégralement en 3D, un procédé alors très en vogue dans les salles de cinéma pour concurrencer la télévision naissante aux États-Unis, dont les séquences sous-marines, ce qui est alors une première. Mais L'étrange créature du lac noir n'est pas qu'une prouesse technique, puisqu'il est aussi une fable humaniste questionnant le rapport de l'homme avec l'environnement ou sa soif de conquête de renommée, quitte pour ça à écraser le voisin bizarre du lac d'à côté, et propose aussi des images d'une rare poésie, comme cet envoûtant ballet sous-marin de type paranuptial, où la bête semble tomber amoureuse de la belle naïade jouée par Julie Adams. Un personnage féminin un peu isolé au milieu d'une distribution intégralement masculine, mais qui avec le temps est parvenu à laisser une marque parfaitement indélébile sur le film et sur ses spectateurs, au point qu'il est devenu indissociable de sa célèbre star sous-marine. De là à dresser un parallèle avec sa créatrice, il n'y a qu'un pas. Le film et sa créature remportent un véritable succès, entraînant dans leur sillage la production de 2 suites, non sans devenir particulièrement culte auprès de toute une génération de spectateurs, dont certains, aujourd'hui devenus parmi les noms les plus influents du cinéma hollywoodien, lui ont rendu de vibrants hommages. Par exemple Tim Burton, dans une scène de son Frankenweenie datant de 2012, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, avec les créatures amphibies de Hellboy ou encore de La Forme de l'eau, et surtout le réalisateur Steven Spielberg, dont les plans d'introduction des Dents de la Mer sont un hommage à peine déguisé au film de Jack Arnold. Ne pouvant décemment vous laisser sans vous placer une ou deux lectures autour du film, je vous recommande la lecture de l'essai L'étrange créature du lac noir au bad pour zoologie des images, paru chez Rouge Profond de Jean-Michel Durafour, qui va vous permettre d'aborder la philosophie entourant la créature du lac noir. Et surtout, si vous lisez la langue de Shakespeare, l'indispensable The Lady from the Black Lagoon de Mallory O'Meara. Maintenant que vous en savez plus sur l'étrange créature, je vous renvoie à notre demoiselle d'horreur qui va vous faire découvrir la femme derrière le masque. Merci beaucoup Arnold pour cette présentation. Maintenant, on va remonter loin dans le temps, bien avant la sortie au cinéma de L'étrange créature du lac noir, pour parler de la jeunesse de Millicent Patrick. On va commencer avec le 11 novembre 1915, jour de la venue au monde de la petite Mildred Elizabeth Fulvia Rossi. Alors je vous préviens tout de suite, Millicent Patrick a changé de nom un nombre incalculable de fois dans sa vie, au gré des carrières et des maris. Alors voilà, elle est née Mildred Rossi, mais tout comme le fait Mallory O'Meara dans son livre, on va se mettre d'accord sur Millicent, parce que c'est le nom qu'elle s'est choisi à l'âge adulte et que ça va être beaucoup plus simple. Millicent naît donc à El Paso au Texas, deuxième des 3 enfants de Camille Rossi et Elise Bill. La famille emménage à San Simeon en Californie lorsque Millicent a 6 ans, car son père Camille travaille comme chef de chantier dans la construction titanesque du célèbre Hearst Castle. Pour vous situer, le Hearst Castle, c'est une sorte de palais invraisemblable construit à San Simeon par le magnat de la presse William Hearst. Comme vous le savez peut-être, c'est William Hearst qui servit d'inspiration à Orson Welles pour son film Citizen Kane, et dans le film, le château Xanadu fait référence au Hearst Castle. Le père de Millicent y travaille plusieurs années sous les ordres de l'architecte Julia Morgan, la première femme architecte de Californie. Et d'ailleurs, Camille, qui est très conservateur, va avoir du mal à obéir aux ordres d'une femme, ce qui lui vaudra de devenir exécrable avec elle et un beau jour de se faire virer. Mais avant ça, Millicent et ses frères et sœurs connaissent une enfance étrange, passée aux abords de cet étonnant domaine gigantesque, en construction perpétuelle, un pied dans un incroyable étalage de luxe qui n'était pas le leur. La partie du livre qui décrit cette période est assez délicieuse, on y apprend des tas d'anecdotes sur la construction du palais, on y apprend aussi comment le père de Millicent fut une fois brièvement enlevé par Pancho Villa pour ses qualités d'ingénieur, qui, à la grande déception de Pancho Villa, ne voulait pas dire des qualités de fabricant d'armes, peu importe. Et on y décèle aussi sans doute le début d'une fascination de Millicent pour le glamour et l'apparat, mais ça on y reviendra plus tard. Parce que justement, les parents de Millicent détestent qu'elle s'habille avec des vêtements à la mode ou avec la moindre coquetterie. Elle est contrainte de ne porter que des jupes longues et amples, sans aucun artifice, et n'a pas le droit de sortir ou de fréquenter qui que ce soit en dehors des heures d'école. Lorsque son père est remercié du chantier de Hearst Castle, la famille déménage à Glendale.
En 1933, à 18 ans, Millicent entre au Glendale Junior College. Les junior colleges de l'époque étant l'équivalent des community colleges d'aujourd'hui. Arriver dans cet établissement représente une certaine libération pour Millicent, parce qu'elle peut y glisser libre cours à son penchant pour les matières artistiques. Elle joue du piano, et en jouera d'ailleurs toute sa vie, mais alors que l'âge adulte pointe le bout de son nez, c'est vers les arts visuels que Millicent veut se tourner. D'ailleurs, elle est déjà très bonne dessinatrice. Elle se débrouille pour illustrer les albums de fin d'année de sa promotion, par exemple. Pourtant, Millicent ne va jamais jusqu'à obtenir son diplôme à Glendale. Illustrer les albums de fac, ça va bien 2 minutes, mais Millicent a faim de plus que ça. À la place, elle fait la demande pour 3 bourses d'études auprès de Chouinard Art Institute, une école d'art professionnelle, l'une des meilleures de Californie. Et Millicent ne remporte pas moins que les 3 bourses qu'elle a demandées, et intègre donc l'école en 1935. Cette école, elle a été fondée en 1921 par Nelbert Chouinard, et oui, je suppose que Chouinard ça sonne mieux en anglais, mais enfin bon. Nelbert est aussi à l'époque la directrice de l'établissement et l'une des professeurs. Elle a pour réputation d'encourager au maximum le tempérament artistique de ses élèves, et Millicent s'épanouit parfaitement dans ce nouvel environnement. Et c'est pas prêt de s'arrêter, car vous voyez, peu de temps avant l'arrivée de Millicent à Chouinard, un jeune homme du nom de Walt Disney est entré en contact avec la directrice. À l'époque, Walt voulait passer à la vitesse supérieure de l'animation et préparer son premier long métrage, Blanche-Neige et les 7 nains. Il voulait faire former ses animateurs, mais n'avait pas tellement les moyens pour. Il écrivit donc à plusieurs écoles d'art en leur demandant de bien vouloir prendre en élève ses animateurs en lui faisant crédit du prix de leur formation. Nelbert Chouinard fut la seule à accepter parce qu'elle admirait ses courts-métrages et avait envie d'encourager ses projets. Disney prit même à l'époque l'habitude d'amener ses animateurs en voiture à l'école et de les ramener chez eux le soir. Donc lorsque Millicent arrive à Chouinard, la collaboration entre l'école et les studios Disney est déjà bien établie. Au-delà des artistes qu'il fait former là-bas, Walt recrute beaucoup d'élèves de Nelbert à la fin de leur cursus. Millicent est une élève très talentueuse et évidemment, en 1938, Walt Disney lui propose de venir travailler pour lui. À l'époque, l'équipe d'animateurs était exclusivement constituée d'hommes. Les femmes, elles, représentaient l'intégralité du département ancrage et peinture. Millicent commence à y travailler en 1939, tandis qu'elle vit toujours chez ses parents à Glendale. Elle commence par la peinture, qui représente plus ou moins le bas de l'échelle, dans le sens où il s'agit de colorier les dessins faits par les animateurs. Même si on rappelle que pour en arriver là, il faut déjà avoir su impressionner Walt Disney, et que de toute manière, je pense qu'à peu près tous les postes de l'animation traditionnelle nécessitent beaucoup de technique. Toujours est-il que Millicent a un coup de pinceau très sûr, et qu'elle passe bientôt au stade supérieur, c'est-à-dire à l'ancrage. L'ancrage est un exercice très exigeant, parce qu'il s'agit de prendre un dessin fait sur papier et d'en reproduire les contours sur un celluloïd étant une feuille transparente et relativement glissante, et sur laquelle il faut s'appliquer à respecter exactement le tracé original, y compris l'épaisseur des traits, le tout en étant penché pendant des heures sur une table lumineuse. Ceci explique peut-être qu'à partir de cette époque, Millicent commence à souffrir de migraines qui la poursuivront malheureusement toute sa vie. Cela dit, ça ne l'empêche pas de savourer sa prise d'indépendance. Bien qu'elle vive toujours avec ses parents, elle peut désormais s'habiller comme elle le souhaite et même se maquiller. Elle compense alors toutes ces années passées dans des tenues austères en développant un goût prononcé pour les looks glamour, et puis tout simplement, elle gagne sa vie grâce à sa passion, en étant entourée d'autres femmes aussi créatives et motivées qu'elle. L'une des séquences les plus notables sur lesquelles vous pourrez admirer le travail de Millicent, c'est dans le sublime segment Une nuit sur le Mont Chauve de Fantasia, sorti en 1940. Millicent a travaillé sur plusieurs segments du film, mais si, comme moi, vous avez vu Fantasia dans votre enfance, il y a de grandes chances pour que cette scène vous ait marqué au fer blanc. Elle met en scène le démon Tchernabog qui convoque fantômes et démons pour un sabbat nocturne. Millicent a travaillé sur l'animation faite au pastel, technique utilisée ici pour la première fois chez Disney. Vous voyez comme la couleur au pastel détermine l'action du plan. C'est à la fois un travail de colorisation, comme elle en avait déjà fait auparavant, mais qui participe cette fois-ci pleinement au processus d'animation. Et il se trouve que Millicent montre justement de plus en plus de talent pour le dessin du mouvement, ce qui lui vaut d'être promue à nouveau. Cette fois-ci, elle devient une animatrice in-betweener, c'est-à-dire qu'elle va créer des images intermédiaires du mouvement d'un personnage, entre les poses clés, qui sont dessinées par les animateurs habituels, qu'on appelle les key animators ou animateurs clés, pour rendre le mouvement fluide. Millicent travaille notamment en tant qu'in-betweener sur Dumbo. Cette année-là, d'autres femmes sont promues au rôle d'animatrice, même si le poste d'animateur clé reste entièrement masculin. À ce stade, un tiers des employés du studio sont des femmes, chiffre largement supérieur à ce que l'on pouvait voir dans les autres compagnies à l'époque. Avoir 30% des femmes parmi les employés, c'était progressiste. Mais le problème que Mallory O'Meara en profite pour souligner dans son livre, c'est que ça n'a en fait pas progressé aujourd'hui.
En 2017, elle remarque que seulement 23% des femmes travaillent à l'animation chez Disney. Vous entendrez peut-être parfois dire que Millicent fut la première femme animatrice chez Disney, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'elle aimait bien raconter. Sauf que c'est pas forcément vrai, même si ça reste difficile à établir clairement. La toute première femme à être créditée en tant qu'animatrice d'un film Disney, c'est Rita Scott, collègue de Millicent, dont le nom apparaît pour la première fois au générique de Bambi. Mais à cette époque où tout le détail des employés d'un département n'était pas forcément crédité au générique d'un film, et si on considère les différentes strates des métiers d'animation, difficile de dire si Millicent ou même une autre a été considérée officiellement animatrice chez Disney avant Rita Scott. Et c'est justement en plein milieu de la production de Bambi que le studio connaît malheureusement une crise financière qui va engendrer le licenciement de beaucoup d'employés, dont Millicent. Elle quitte la boîte le 12 septembre 1941, mais on ne sait pas exactement si elle fait partie de la vague de licenciements à cause de la crise, ou parce qu'elle s'est mise à fréquenter l'un de ses collègues, Paul Fitzpatrick, viré lui aussi. Ou alors à cause des deux. Millicent a 26 ans, elle est d'une beauté qui fait tourner les têtes, et elle retombe sur ses pattes avec des jobs de mannequin. Elle en profite volontiers pour prendre le contre-pied de l'éducation de ses parents, et elle prend plaisir à se pomponner tous les jours et à arborer des looks ravageurs. Elle est une mannequin douée, très vite elle sait comment poser pour se mettre en valeur, comment sourire, comment tourner la tête, bref, tout pour être impeccable sur la moindre photo. Évidemment, son père qui est toujours aussi coinsos voit tout ça d'un très mauvais œil, et il a peur que le monde du show business ne fasse de sa fille une dépravée. Alors forcément, imaginez la catastrophe lorsque Millicent commence à sortir avec Paul Fitzpatrick, qui est un homme marié. Et puis alors ça ne va pas aller en s'arrangeant, parce que l'idylle de Paul et Millicent débute avec une terrible tragédie. La femme de Paul, alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte de leur premier enfant, découvre que son mari a une liaison. Désespérée, elle va trouver Camille, le père de Millicent, pour le supplier de faire entendre raison à sa fille et qu'elle lui rende son mari. Ce que Camille essaye de faire. Mais Millicent, qui n'a jamais pu fréquenter qui que ce soit jusque-là, à 26 ans, elle est bien trop contente de connaître sa première histoire d'amour, alors que beaucoup de femmes de son âge, à cette époque, sont déjà mariées et mères de plusieurs enfants. Bref, Millicent refuse de quitter Paul, et Paul refuse d'arrêter de voir Millicent. Quand elle comprend que c'est peine perdue, la femme de Paul se suicide. Malgré le choc, Paul et Millicent se marient peu de temps après, en 1945. À partir de là, le père de Millicent part du principe que sa fille est une personne profondément mauvaise et coupe les ponts avec elle. Il interdit aussi à la mère de Millicent, à son frère et à sa sœur de lui parler. À cette époque, Millicent perd sa famille et ne la retrouvera jamais vraiment. Niveau carrière, en dehors du mannequinat, Millicent n'oublie pas le dessin. Par exemple, elle illustre un recueil de poèmes triviaux appelé Pink and Blue Laughter, dont elle signe les dessins du pseudonyme Paul Fitzpatrick Jr., ce que Mallory O'Meara interprète comme une possible référence au pénis de son mari Paul Fitzpatrick. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas ça qui va empêcher le mariage de Paul et Millicent de prendre l'eau rapidement, et le couple divorce au bout de quelques années seulement. Millicent, à l'époque encore appelée Mildred, se fait appeler Mill et profite du divorce pour ne retenir que le Patrick du nom de son ex-mari. Elle s'appelle donc à ce moment-là Mill Patrick. Sur la fin des années 40, Millicent se retrouve à plus de 30 ans, sans mari ni famille, ce qui n'est pas forcément une situation idéale pour se faire respecter en tant que femme à l'époque. C'est donc vers cette période que Millicent s'amuse à s'inventer un passé en racontant que le nom de ses parents n'était pas Rossi, mais de Rossi, et qu'elle est née baronne en Italie. Ça on impose, et puis sans internet, personne n'ira vérifier. En 1947, Millicent a 31 ans, et lors d'une soirée au très chic Ambassador Hotel lors de laquelle elle est mannequin, quelqu'un la remarque. Ça fait des heures qu'elle est plantée sur ses talons aiguilles à sourire à tout le monde, quand William Hawkes, le frère d'Howard Hawkes, tombe en arrêt devant son fréminois. Il est agent et producteur et se dit qu'elle rendrait pas trop mal devant une caméra. Millicent commence donc à enchaîner les contrats de figuration et de petits rôles, et se choisit le nom de Millicent Patrick en hommage à Millicent Hearst, la femme de William Hearst qui l'avait tant impressionné dans son enfance. Meet you in front. Here's the papers you wanted, Mr. Eagle. Oh, thank you. Is that all? That's enough. Oh, I'll be out for the rest of the day. Yes, sir. Je vous l'annonce tout de suite, Millicent a fait ce genre d'apparition à l'écran pendant des années, mais n'a jamais décroché de plus gros rôles. Parce qu'elle avait beau passer très bien à l'image, il se trouve qu'elle n'était pas forcément aussi douée pour jouer la comédie que pour tenir un crayon. Côté vie personnelle, Millicent rencontre l'acteur Frank Graham et vit une courte idylle avec lui en 1950. Frank Graham est notamment connu pour avoir été la voix du loup en chien sur la meuf dans Le Petit Chaperon Rouge de Tex Avery. Hey, baby. What do you say after the show? You and me go, stab 'em. Millicent emménage avec lui sans qu'il soit marié, ce qui ne fait rien pour améliorer l'opinion de sa famille envers elle. Surtout que cette histoire va se retrouver marquée d'une tragédie, comme son histoire d'amour précédente.
En fait, sa relation avec Frank se dégrade très vite, et au bout de seulement quelques mois de vie commune sur Wonderland Avenue à Hollywood, Millicent quitte Frank. Et quelques semaines plus tard, le 2 septembre 1950, Frank est retrouvé mort dans son garage, assis au volant de sa voiture dans laquelle il s'est suicidé en s'asphyxiant au monoxyde de carbone. Près de sa main se trouve une photo de Millicent, et dans son testament, il ne la mentionne que pour dire « À Mildred, je ne laisse absolument rien, si ce n'est le plaisir qu'elle aura de savoir que maintenant, elle n'aura plus à décider de si je suis suffisamment bien pour elle ou non. » Une note rajoutée en bas de page dit aussi « Nom d'un chien, si seulement Mildred m'avait rappelé hier matin. » Grosse ambiance. Mais ça n'empêche pas Millicent de continuer à tourner, et c'est en 1952, lorsqu'elle a 37 ans, qu'elle rencontre un certain Bud Westmore sur un plateau de tournage. Bud Westmore, c'est l'un des fils de George Westmore, une icône du maquillage à Hollywood, et dont la famille travailla dans le maquillage sur 4 générations. À cette époque, Bud est à la tête du département maquillage chez Universal. Il faut dire que chez Universal, ils avaient envie de crédibiliser un peu leur film de monstres en employant quelqu'un dont le nom de famille pesait dans le game. Même si au départ, la personne qu'ils voulaient vraiment, c'était le frère de Bud, et que lorsqu'il a refusé l'offre, Universal a dû se rabattre sur Bud, en se disant qu'en tant que Westmore, il ferait bien l'affaire. Bref, toujours est-il qu'au détour d'une conversation, Millicent montre ses dessins à Bud et qu'il est drôlement impressionné. À ce moment-là, il a déjà pas mal d'employés au département maquillage d'Universal, tous des hommes, et il décide rapidement d'ajouter Millicent à son équipe. Elle devient alors la toute première femme de l'histoire du cinéma à travailler au sein d'un département d'effets spéciaux. En son temps, elle fut aussi la seule. Pour bien vous expliquer, le travail de Millicent chez Universal n'est pas de maquiller les acteurs, elle ne réalise pas les maquillages ou les masques elle-même, mais c'est elle qui les conçoit, qui les invente, qui les dessine pour les maquilleurs. Son premier boulot consiste à concevoir les maquillages des pirates sur le film À l'abordage de George Sherman avec Errol Flynn et Maureen O'Hara. Durant le tournage, Millicent exécute 4 portraits d'Errol Flynn qui les adore et les lui achète tous. La même année, le studio lance la production du film Le Météore de la nuit, leur premier film de science-fiction et leur premier film tourné en 3D, qui sera réalisé par Jack Arnold. Le film parle de la venue sur Terre d'une bestiole extraterrestre hostile, et les différentes versions du scénario décrivent la créature comme ceci. Quelque chose qui évoque une araignée, un lézard, une toile soulevée par le vent, une chose d'un blanc laiteux, sombre et terrible, quelque chose de pareil à une méduse qui luit doucement comme un serpent. C'est à Millicent qu'on a demandé de donner forme à tout ça et d'inventer la tête qu'aurait ce monstre. Et ça a donné ça. Alors, arrêtez de rigoler parce que apparemment à l'époque ça faisait peur. Et vu les directives, c'est plutôt bien. En tout cas, à la sortie du film en 1953, il remporte un succès public et critique modeste, mais il lança la mode de son genre. À la même période, Universal développe aussi un autre projet. Denis Go contre le Dr Jekyll et Mr Hyde, avec Abbott et Costello et Boris Karloff, et qui sera réalisé par Charles Lamont. Millicent participe à la création du maquillage et aux différentes étapes qui figureront la transformation du Dr Jekyll en Mr Hyde. Niveau vie personnelle, après le tournage des 2 films, Millicent apprend la mort de sa mère, avec laquelle elle n'aura jamais pu renouer de lien, après que son père ait décidé que la famille devait couper les ponts avec elle. Et son père ne profite d'ailleurs pas de ce drame pour se rapprocher d'elle, alors qu'il aurait éventuellement pu le faire, vu qu'il avait aussi fini par renier son autre fille, Ruth, mais qu'il s'était finalement rabiboché avec elle. Bref, Camille et Ruth restent persuadés que Millicent est une prostituée qui mène une vie de débauche et ils en ont honte. Pourtant, à Universal, Millicent fait de sa passion son métier, et même qu'elle gagne sacrément bien sa vie. Elle gagne environ 250 $ par semaine, ce qui revient à presque 2300 $ d'aujourd'hui, par semaine. Et c'est exceptionnel pour une femme, à l'époque, d'avoir un salaire pareil. Et puis alors, niveau vie amoureuse, ça ne va pas trop mal non plus, puisque Millicent rencontre un certain Sid Beaumont qui sera l'amour de sa vie. Et puis ça, c'est sans compter sur le fait qu'à Universal, on lance la préparation d'un film de monstres qui se passe en Amazonie et pendant lequel une équipe de chercheurs va tomber nez à nez avec une certaine créature aux mains palmées. Mais on va s'arrêter ici pour la première partie et je vous retrouve dans quelques jours pour la deuxième, dans laquelle on va parler de la production de l'étrange créature du lac Noir et du reste de la vie de Millicent. Je vous mets déjà dans la description tous les liens utiles, les articles que j'ai lus et les vidéos que j'ai vues, et je les remettrai aussi en description de la deuxième partie. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à dans quelques jours pour la deuxième partie.